Alors, bonjour à tous et puis merci d'avoir accepté notre invitation pour un petit nouveau rendez-vous hebdomadaire. Durant ce rendez-vous hebdomadaire, on vous invite un peu dans notre vie, Daniel et moi, comme conseiller en placement puis gestionnaire de portefeuille, pour voir un peu ce qu'on fait juste vers la fin de l'année, parce qu'on est à une fin d'année qui est quand même assez particulière, mais il y a toujours des petites stratégies qu'on peut emprunter à la fin d'année qui devient intéressant du côté fiscal. Alors, Daniel Ducharme, vous connaissez, qui est gestionnaire de portefeuille et planificateur financier, et Robert Chin, moi-même, gestionnaire de portefeuille. Alors, on ne vous promet rien, mais ça devrait durer à peu près 5 minutes, peut-être 10 minutes. Alors, vous allez voir, vous allez probablement nous voir, on va parler un peu des différents cas qu'on a sans évidemment donner le nom, mais souvent comme des exemples, c'est une bonne manière de pouvoir avoir une idée de comment ça fonctionne. N'oubliez pas, ce n'est pas des stratégies qui s'appliquent à tout le monde, hein, c'est ça, Daniel, chaque cas est particulier. Donc, c'est pour ça qu'on est là. Et c'est pour ça qu'on donne des idées générales. Comme ça, si les gens se disent, je ne sais pas si ça s'applique à moi, à ce moment-là, ils peuvent nous contacter, puis on va les aider dans ce chemin-là, comme on fait avec nos clients. Le meilleur exemple, c'est quand on a des meetings avec nos clients dernièrement, parce qu'ils ont des fermes, on leur rappelle que vu que c'est une année de COVID, ben, ils peuvent diminuer leur minimum de 20 Alors, c'est des choses comme ça qu'on fait continuellement en se gardant au courant de ce qui se passe aussi au niveau économique. Oui, et puis évidemment, des petites stratégies comme ça, l'idée, c'est d'essayer de sauver un petit peu d'impôts et puis de profiter de ce que le gouvernement offre déjà, parce que c'est rien de, évidemment, illégal ou quelque chose comme ça. On n'est pas dans l'illégal, on Non, est dans l'illégal, exactement. on essaye de trouver les choses qui vont nous aider à payer le moins d'impôts possible et Ouais, le plus sécuritairement possible. exactement. Alors, aujourd'hui, on va parler des comptes enregistrés. Évidemment, les REER. Les REER, tout le monde pense en début d'année et puis tout ça, mais en fin d'année, il y a des situations quand même assez importantes qu'il faut penser aux REER. Et en fait, même, il faut commencer à penser aux cotisations REER pendant toute l'année, mais même. Et tu sais, Robert, j'ai rencontré un client et lui, il y a proche de 71 ans, qu'on avait gardé les contributions réelles dans notre poche parce qu'on s'était dit, ben, si jamais tu vends ta propriété, pas sa résidence, mais une propriété à revenu, comme ça, on va pouvoir offsetter une partie du gain en capital. Puis là, il dit, ben oui, mais là, je ne veux pas la vendre, là, je ne suis pas rendu à ce point-là. Alors, je lui ai rappelé que parce que son épouse est âgée de 8 ans de moins que lui, Oui. il reste 8 ans parce qu'il ne faut pas oublier qu'une fois qu'on a converti obligatoirement nos REER en fer à 71 ans, on peut quand même continuer à faire des contributions aux REER de conjoint. Et c'est le monsieur qui va avoir la Qui décision. garde. Alors, un autre avantage d'avoir un conjoint plus jeune. Exactement. Et 8 ans, ça donne plusieurs années pour en profiter aussi, parce qu'on parle de 8 ans de différence, on parle de 8 années de contribution additionnelle. Là. Exactement, exactement. Tu vois, Il faut juste être prêt à partager le REER dans ces cas-là. le REER de conjoint devient la propriété du conjoint. C'est ça. Alors, c'est toujours ça. Puis, il faut se rappeler qu'avec nos clients, REER de conjoint, on dit ça plus d'utilité parce que maintenant qu'on peut diviser la pension, tous les revenus de pension, mais il ne faut pas que les clients oublient que c'est seulement à partir de 65 ans. Ouais. Donc, le REER de conjoint a encore sa place si on veut prendre sa retraite avant 65 ans pour équilibrer les revenus de façon équilibrée. C'est ça. Et puis, de toute façon, l'histoire du fractionnement de revenus, c'est une loi. Ça peut changer dans un futur gouvernement. M. Trudeau, quand il est rentré, il y avait déjà cette discussion-là. Il n'y a rien touché de ce côté-là, mais c'est une loi qui peut changer le fractionnement du revenu. Tandis que le REER conjoint, c'est vraiment un transfert du REER. Pas de transfert, mais contribution à l'autre personne. C'est la propriété. On continue à dire à nos clients qu'il n'y a pas de problème en faisant le REER de conjoint, surtout s'ils planifient de se retirer à 55, 60, 62, ben, ça fait du sens.
Ça, là, justement, vu qu'on parle de ça, le REER conjoint, une petite chose qu'il faut se rappeler, la règle, c'est 3-31 décembre. Hein? Donc, ça veut dire que pour éviter l'attribution à la personne qui a donné, qui a contribué. Donc, si la personne qui reçoit le REER retire, en dedans du 3-31 décembre, la règle du 3-31 décembre, mais c'est la personne qui a cotisé au REER qui doit payer l'impôt dessus sur le retrait. Alors, ce qui est intéressant à penser, c'est que vu qu'on est à la fin de l'année, 3-31 décembre, c'est juste 2 ans à peu près. Donc, si la personne qui reçoit le REER, le conjoint ou la conjointe qui reçoit le REER, n'a aucun revenu, déjà dans 2 ans, il peut retirer sans pratiquement payer d'impôt. Et si Ça, c'est intéressant. Circonstances extraordinaires, ce client-là a besoin de l'argent plus rapidement, à ce moment-là, c'est juste les 31 décembre qui n'ont pas été respectés ou ce que le contributeur va avoir à s'imposer. Après ça, il n'y a pas de problème, ça va être le conjoint qui va s'imposer après. OK. Alors, là, ce que j'aimerais toucher encore, là, tu me rappelles quelque chose, vu que tu me parles de quelqu'un de 71 ans. Moi, j'ai un de mes clients que j'avais discuté avec pendant pratiquement toute l'année, pas mal la même situation que toi. Ce client-là, il a un immeuble à revenus. Lui, par exemple, cette année, a complété tous ses droits REER. Il n'y a plus de REER de disponible. Cependant, et puis il se demandait s'il y aurait le droit dans les 60 premiers jours, qu'il y aura 60 ans l'année prochaine, de pouvoir contribuer. Évidemment, il ne peut pas parce qu'il n'y aura plus de REER l'année prochaine. Mais je crois une des stratégies qui peut être faite, encore une fois, consulter le comptable avant, consulter nous avant, c'est qu'au mois de décembre, on peut faire un estimé de ses droits qu'il aura droit l'année prochaine et surcontribuer, dépasser la contribution. Comme disons, si à chaque année, il y a à peu près 5 000 de droits, et on pourrait dépasser la contribution un peu pour jusqu'à l'année prochaine. Et l'année prochaine, là, il pourrait le déduire. Hein. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on peut faire la contribution pour lui, là. Il peut le faire avant le mois de décembre. Et qu'est-ce qui arrive, c'est qu'une fois qu'il rentre dans le REER, donc il va avoir son reçu d'impôt, ensuite on le switch au père, puis on respecte la loi, puis lui, il a fait maximiser sa contribution REER, parce que comme mon client que j'avais, ben lui, il n'a pas vendu son immeuble encore, mais il ne veut pas perdre les possibilités de ses contributions. Puis c'est bon parce que des fois, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on utilise cette opportunité-là pour les clients, pour réaliser des gains en capital ou pour justement que ça soit rentable dans le sens qu'à ce moment-là, son revenu est plus élevé. Et la seule chose qu'il faut faire attention, c'est qu'il y a une petite pénalité d'avoir dépassé pendant 1 mois la contribution. Pour, ce qui est minime, considérant le fait que si on vous cotise, si les droits qui accumulent, parce que lui, il a des immeubles à revenus, s'il accumule des droits de plusieurs milliers, de 10 000 par mois, par année, pas par mois, par année, mais là, ça serait... On veut l'avoir en fait. C'est ça. En connaissez-vous comme ça? Ça devient intéressant. Alors, dernière petite chose dans les REER, je ne sais pas si tu avais des clients là-dessus pour le FTQ, pour à la fin de l'année, il faut penser à ça. Et même pour des fois, il penser avant. Parce qu'on comprend que pour nous autres, la FTQ, si tu as tu veux prendre ta retraite d'ici 5-6 ans, ben c'est parfait. Parce qu'à ce moment-là, ça ne te coûte presque rien. Parce que tu as un 30% de crédit de plus. OK, on n'est pas capable d'y toucher avant la retraite, mais c'est quand même quelque chose qui ne nous coûte pas cher et qui fait qu'on a un bon retour d'impôt. Et si on est capable, on fait notre contribution aussitôt que ça rouvre, vers juin, juillet. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que ça va fermer. Comment je veux dire que ça va fermer? C'est que eux, le gouvernement, autant du Québec que fédéral, Sally, fait la même chose que du Québec, ils ont un montant spécifique qu'ils ne peuvent pas dépasser. Et toutes les contributions que les employeurs prennent de leurs employés, et tous les gens qui le font d'eux autres mêmes mois par mois, ils tiennent compte de tout ça quand le montant arrive. Alors, c'est pour ça que des fois, rendu au mois de novembre, il n'y en a plus. Ouais. Donc, si on veut utiliser la FTQ comme la CSN,
c'est la même chose. Mais comme on sait, on ne peut pas faire de contribution de plus de 5 000 un ou l'autre, ou 2 500 chaque. On ne peut pas dépasser 5 000. Le 5 000 total. Exceptionnel. Donc, il faut vraiment, on recommande toujours de penser un petit peu d'avance parce que il y a des limites du nombre d'émissions qu'ils peuvent faire par année. Comme notre client, toi, ton client et le mien qui a 71 ans, ben, ils ne peuvent pas profiter de ça parce qu'ils ont plus de 65 ans. La dernière fois qu'on peut contribuer à la FTQ et avoir le crédit supplémentaire, c'est l'année où on a 64 ans. C'est ça. Et puis là, je vois le temps passer. On a évidemment passé les 5 minutes maintenant. Là. Mais dernier petit point qu'on voulait couvrir, on a récemment eu un client qui avait besoin d'argent et se demandait c'est où l'endroit idéal pour retirer l'argent s'il ne veut pas payer de l'impôt. Et puis, on avait discuté évidemment du CELI. Et un retrait CELI, vu qu'on est proche de la fin d'année, c'est toujours mieux de retirer avant la fin de l'année au lieu d'attendre en janvier. Même s'il y a besoin d'argent en janvier, c'est mieux d'attendre de le faire plus tôt. Oui, parce que moi, j'ai un client qui, justement, dans son CELI, il y a des certificats de placement qui sont venus à échéance cette année, puis il ne voulait pas vraiment les renouveler. On connaît les taux d'intérêt. Qu'est-ce qu'on a décidé de faire? C'est qu'à la fin de l'année, vers le 25 décembre ou la dernière journée ouvrable pour le CELI, on va retirer l'argent. Donc, au mois de janvier, on va avoir le droit de remettre cet argent-là. Donc, on va pouvoir transférer un certificat existant qui a un taux d'intérêt plus élevé. Alors, en faisant des mouvements comme ça, ben, le taux d'intérêt qu'il y avait à 4 ben, au lieu de payer de l'impôt dessus puis que son certificat de placement à 0,5 reste dans son CELI, ben, comme ça, on fait le switch puis on va payer moins d'impôts à cause du taux d'intérêt. C'est ça. Puis ça, c'est très pratique, surtout, je sais, là, on a dans la clientèle qui tiennent des vieilles obligations du gouvernement qui datent de plusieurs années, qui ont des taux. Aujourd'hui, on va dire 4 c'est beaucoup, ou 5 c'est beaucoup, mais on s'entend, si on perd la moitié en impôts, c'est plate un peu. Donc, si on est capable de faire un petit switch comme ça et puis de mettre dans le CELI, tant mieux. Alors, c'est des petites stratégies, et puis ça s'applique à plusieurs, il y a plusieurs moyens d'appliquer ces stratégies-là aussi dans les portefeuilles. Alors, je crois qu'aujourd'hui, merci d'être venu. Pour aujourd'hui, on va conclure là-dessus. N'hésitez pas, suivez-nous sur Facebook. On va être là la semaine prochaine aussi à la même heure. Ce petit webinaire va être disponible sur Facebook pour réécoute aussi. Alors, merci beaucoup. Habillez-vous. Il fait froid aujourd'hui un peu, mais on se revoit la semaine prochaine. Bonne journée. Bonne journée tout le monde.